Annie Girardot naît à Paris le 25 octobre 1931 dans une France encore marquée par l'ombre de la guerre. Elle grandit dans un foyer modeste élevé par sa mère, une sage-femme, après le départ de son père. Cette absence paternelle, dès son plus jeune âge, forge en elle une sensibilité à fleur de peau et un profond besoin d'amour et de reconnaissance. Dès l'enfance, Annie se distingue par une forte personnalité et un caractère bien trempé. Mais c'est surtout son imagination débordante qui retient l'attention de ses proches. Si elle envisage d'abord de devenir infirmière ou médecin, sans doute influencée par le métier de sa mère, c'est finalement le théâtre qui la rattrape. Elle sent au fond d'elle-même une vocation brûlante, celle de raconter, d'émouvoir, de vivre 1000 vies à travers un seul visage. En 1954, elle entre au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris, un haut lieu de la formation théâtrale française. Là, elle s'impose rapidement parmi les meilleurs de sa promotion et remporte le premier prix de tragédie classique. Son jeu est déjà reconnu pour sa sincérité, sa puissance émotionnelle et son absence totale de maniérisme. La même année, elle intègre la prestigieuse Comédie Française, où elle interprète de grands rôles du répertoire classique. Mais très vite, elle ressent l'envie de s'échapper de ce cadre rigide. Elle quitte la troupe pour se consacrer pleinement au cinéma avec cette intuition que c'est là, devant la caméra, qu'elle pourra exprimer sa vérité la plus profonde. Ce choix audacieux marque le début d'un destin hors norme. Le cinéma français découvre alors une actrice d'un genre nouveau. Ni ingénue docile, ni vampeuse sculpturale, Annie impose une féminité moderne, incarnée, résolument libre. Elle tourne ses premiers rôles dans les années 50, mais c'est le film « Rocco et ses frères » de Luchino Visconti en 1960 qui la propulse au sommet. Dans ce chef-d'œuvre du néo-réalisme italien, elle incarne Nadia, une prostituée au grand cœur, personnage aussi lumineux que tragique. Sa performance est saluée unanimement. Le public découvre une actrice magnétique, capable de transmettre la douleur, l'amour et le désespoir dans un même regard. Dès lors, sa carrière explose. Les années 60 et 70 sont synonymes de succès fulgurant. Elle enchaîne les films à un rythme effréné, refusant de se laisser enfermer dans un seul registre. On la voit dans des drames, des comédies, des films engagés ou populaires. Elle travaille avec les plus grands, Jean Delannoy, Marcel Carné, Claude Lelouch, André Cayatte. Dans Docteur Françoise Gaillan, elle campe une médecin atteinte d'un cancer, rôle pour lequel elle reçoit le César de la meilleure actrice en 1977. Ce rôle, comme tant d'autres, puise dans sa propre force vitale, dans ses blessures intimes. Annie Girardot devient alors l'actrice préférée des Français. Elle est aimée pour sa sincérité, sa gouaille, sa manière unique de faire vibrer l'écran. Contrairement à certaines de ses contemporaines, elle n'essaie jamais de jouer un personnage glamour ou irréel. Elle se donne tout entière, crue, vivante, bouleversante. Elle n'a pas peur de se montrer vulnérable ni de mettre en avant ses rides, ses colères, sa vérité. Mais ce succès phénoménal repose aussi sur une capacité rare, celle d'atteindre le cœur des gens. Elle incarne les femmes du peuple, les mères célibataires, les amantes bafouées, les battantes. Des rôles que peu d'actrices osent alors aborder, préférant se réfugier dans des clichés rassurants. Annie, elle, bouscule, interroge, dérange parfois. Et c'est précisément ce qui la rend inoubliable. Sa popularité s'étend bien au-delà des frontières de françaises. Elle tourne à l'étranger, notamment en Italie où elle est adulée. Elle fait aussi de nombreuses incursions au théâtre et à la télévision, preuve de sa polyvalence et de son insatiable appétit de jeu. Pour elle, jouer n'est pas une posture, c'est une manière d'exister, de respirer. Partie de sa carrière est un triomphe sans faille. Elle est au sommet, adulée, recherchée, comblée artistiquement. Pourtant, derrière les rideaux de cette réussite éclatante, les premières failles commencent à apparaître. Des blessures affectives, des solitudes étouffées, un besoin d'amour inassouvi. Si la lumière l'entoure, l'ombre rôde déjà. Si la vie professionnelle d'Annie Girardot connaît un éclat rare, sa vie privée, elle, est bien plus tumultueuse, marquée par des élans passionnés mais aussi des cicatrices profondes. À l'image de ses personnages à l'écran, elle a aimé avec démesure, intensité sans filet. Mais ces amours n'ont souvent laissé dans son cœur qu'un goût de désillusion et de solitude. Parmi tous les hommes qui ont traversé sa vie, un seul aura réellement compté. Renato Salvatori, l'acteur italien qu'elle rencontre sur le tournage du film Rocco et ses frères. Entre Annie et Renato, c'est un coup de foudre artistique et amoureux. Il est beau, ténébreux, énigmatique. Elle est vive, charismatique, pleine de verve. Leur duo crève l'écran, mais c'est dans la vie réelle que l'amour éclate. Ils se marient en 1962, et de cette union naît une fille, Giulia Salvatori, que l'actrice considérera comme le pilier de son existence. Pourtant, très rapidement, le conte de fées vacille. Renato, instable, sujet à des crises de jalousie, devient distant puis sombre dans l'alcool. Le couple se délite lentement, inexorablement jusqu'à la séparation définitive.
Annie ne divorcera jamais officiellement, mais leur relation est brisée. Ce départ la laisse profondément meurtrie. Elle élève Julia seule, jonglant entre tournage, obligations médiatiques et maternité. Cette épreuve façonne une Annie encore plus combative, mais aussi plus fragile intérieurement. Dans les interviews, elle garde toujours une dignité intacte, mais ses rôles reflètent de plus en plus ses fêlures. Des femmes déçues par l'amour, blessées mais qui continuent à marcher tête haute. Elle vit d'autres histoires sentimentales, parfois longues, parfois éphémères, mais aucune ne comblera jamais totalement le vide laissé par Renato. Elle est trop intense, trop entière, trop artiste peut-être pour s'inscrire dans une relation stable et ordinaire. Elle attend toujours un amour absolu, fusionnel, une tendresse éternelle qu'elle ne trouvera jamais. Son compagnon le plus fidèle restera sans doute son métier. Celui de comédienne dans lequel elle canalise sa douleur, sa révolte, ses espoirs. Sa relation avec sa fille Julia devient alors centrale. Fusionnelle, presque exclusive, elle y projette toute son énergie affective. Julia dira plus tard que sa mère n'avait qu'un seul vrai refuge, elle. Ce lien, aussi fort que fragile, les unit à travers les épreuves. Julia souffrira parfois du tourbillon émotionnel d'une mère aussi passionnée qu'exigeante. Mais elle l'aimera jusqu'au bout, inconditionnellement. En parallèle, Annie commence à ressentir l'usure du regard masculin. Celle qui fut admirée pour sa sensualité libre et sa fougue se voit peu à peu traitée comme une femme d'un autre temps. Dans un milieu où l'âge devient vite un handicap, elle perçoit la fragilité de sa position. Le sexisme latent du cinéma se manifeste de manière insidieuse. Moins de propositions de rôle, moins de couverture, moins de séduction. Annie, loin de chercher à rajeunir ou se travestir, refuse de renier son âge. Elle reste fidèle à elle-même au prix de douloureuses mises à l'écart. Ses blessures affectives ne sont jamais criées haut et fort. Annie les porte avec pudeur, les dissimule sous des rires sonores et un tempérament de feu. Mais ses proches savent qu'elle souffre. Elle a tant donné, tant espéré, tant aimé. Et l'absence d'un grand amour partagé jusqu'au bout est une blessure que même le succès ne guérit pas. En public, elle garde sa prestance, son humour, son franc-parler si caractéristique. Mais dans l'intimité, elle est plus sombre, mélancolique. Ses lettres, ses interviews, ses confessions témoignent d'une âme tourmentée, parfois fatiguée de se battre contre les absences et les trahisons. Elle a tant aimé, mais trop souvent seule. C'est cette solitude affective, bien plus que la solitude physique qui creuse un vide dans la vie d'Annie. Malgré sa popularité, malgré l'admiration du public, elle reste une femme qui cherche un regard aimant, un bras autour d'elle, une épaule où se reposer. Elle ne le dira jamais ouvertement, mais ses rôles le crieront pour elle. Ainsi, dans La Gifle ou Docteur Françoise Gaillan, elle incarne ces femmes dévouées, épuisées, trahies mais debout. Son jeu d'actrice devient de plus en plus incarné, nourri par ses propres épreuves. C'est en cela qu'elle touche autant le public. Parce qu'elle ne joue pas, elle vit. Chaque scène, chaque dialogue, chaque regard est imprégné de son vécu personnel. Entre grandeur et plaies ouvertes, façonne le mythe Girardot. Une actrice qui aimait sans mesure, une femme blessée qui ne se plaignait jamais. Annie Girardot, derrière les caméras, était une âme en quête d'amour vrai. Et cette quête, trop souvent inaboutie, laisse une empreinte poignante dans l'histoire de sa vie. Après 2 décennies de gloire ininterrompue, les années 1980 marquent un tournant brutal dans la vie d'Annie Girardot. Celle qui fut l'une des actrices les plus aimées du public français, adulée autant par les spectateurs que par ses pairs, commence à ressentir les premiers signes d'un lent déclassement. Le cinéma, qu'elle a tant aimé, semble soudain détourner le regard. Comme si, passé un certain âge, une femme n'y avait plus sa place, même quand elle s'appelle Annie Girardot. Ce désamour progressif du milieu artistique n'a rien à voir avec son talent, toujours intact, ni avec la qualité de son jeu, qui reste d'une intensité bouleversante. Non, il s'agit plutôt d'un phénomène systémique, d'une forme de violence douce mais implacable, propre à une industrie obsédée par la jeunesse, l'apparence et la nouveauté. Pour une actrice de plus de 50 ans, aussi célèbre soit-elle, les rôles s'amenuisent. Annie le ressent comme une injustice criante, une blessure intime. Dans un premier temps, elle s'accroche, elle accepte des rôles secondaires, des projets plus modestes, parfois même des films de série B, uniquement pour continuer à jouer. Elle multiplie les apparitions au théâtre et à la télévision, prouvant que sa passion pour son métier n'a pas faibli. Mais le cœur n'y est plus. Elle se sent trahie par un monde qu'elle a nourri, auquel elle a tout donné, corps et âme. Son isolement professionnel s'accompagne d'un isolement personnel. Les amis se font plus rares, les coups de fil se raréfient, les tapis rouges se ferment. Elle, qui fut invitée à tous les festivals, se retrouve peu à peu reléguée aux marges de la sphère artistique. Ce déclassement progressif est vécu comme une descente aux enfers silencieuse. Elle garde la tête haute, mais elle souffre, immensément. Pour subvenir à ses besoins, elle doit parfois accepter des rôles alimentaires. Elle tourne dans des téléfilms oubliables, des productions étrangères sans grande ambition. Le public, lui, ne l'oublie pas, mais il ne la voit plus.
Et pour une actrice aussi viscéralement attachée au lien avec les spectateurs, cette disparition progressive est une forme de mort symbolique. Elle, l'inoubliable Nadia de Visconti, devient peu à peu invisible. Et puis, en 1996, comme un miracle, Claude Lelouch lui tend la main. Il lui propose un rôle dans son film Les Misérables, une adaptation contemporaine du roman de Victor Hugo. Annie y incarne Fantine, une femme brisée, à bout de force, une figure de la souffrance silencieuse. Le rôle semble avoir été écrit pour elle, elle y met toute son âme, toute sa douleur, toute sa vérité. Le résultat est bouleversant. Ce rôle marque un retour inespéré, une revanche éclatante. En 1996, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle, 19 ans après son premier César. Lorsqu'elle monte sur scène, le visage marqué par les années, elle tremble, émue, submergée. Et elle prononce cette phrase restée dans toutes les mémoires: « Je ne sais pas si j'ai manqué au cinéma français, mais à moi, le cinéma français a manqué. » Ce cri du cœur déchire la salle. Il est plus qu'une déclaration, c'est une accusation tendre, un aveu de douleur, une mise à nu. En quelques secondes, elle dit ce que des milliers d'actrices ressentent sans jamais oser l'exprimer. Elle remet en lumière le drame silencieux de tant d'artistes oubliés. Ce moment de grâce aurait pu marquer le début d'une nouvelle ère, d'une renaissance. Mais hélas, ce ne sera qu'un éclat passager. Les propositions ne reviennent pas en masse. Le monde du cinéma applaudit mais ne change pas. Et Annie replonge dans une forme de vide. Son retour aura été salué, mais il n'a pas suffi à inverser la tendance. Elle continue malgré tout, elle joue encore, autant qu'elle le peut, dans des rôles souvent moins prestigieux, mais toujours portés avec la même sincérité. Elle écrit, elle parle, elle témoigne, elle devient aussi la porte-parole des oubliés, des invisibles, de toutes ces femmes artistes reléguées au silence avec l'âge. De sa vie est marquée par une lutte incessante contre l'invisibilité. Annie ne se plaint pas, elle ne s'effondre pas. Mais elle crie, à sa manière, à travers ses rôles, ses silences, ses regards. Elle devient la voix de toutes celles que le système met de côté. Et à mesure que le temps passe, une autre ombre se profile. Une menace plus sournoise, plus intime, plus cruelle encore que l'oubli professionnel. Une maladie silencieuse commence à s'insinuer en elle. Les trous de mémoire, les moments d'égarement, les oublis de texte ne sont plus anecdotiques. Le pire est à venir. Mais pour l'heure, Annie Girardot est encore debout. Fragilisée certes, mais toujours ardente. Une femme qui aura toujours refusé de se taire. Une actrice pour qui chaque regard du public est un acte d'amour et qui, dans l'ombre, commence déjà un dernier combat. Lorsque les premiers signes apparaissent, personne ne veut y croire. Pas elle, pas ses proches, pas même ses partenaires de scène. Annie Girardot, l'inoubliable, la flamboyante, la combattante, commence à oublier. Au début, ce ne sont que de légères pertes de mémoire, de simples absences, des hésitations sur des prénoms, des titres, des répliques. Des choses que l'on attribue volontiers au stress, à la fatigue ou à l'âge. Mais au fond d'elle-même, Annie sait. Elle sent que quelque chose d'anormal s'installe, que ce n'est pas seulement la vie qui s'égrène, mais la mémoire qui s'efface. Les années 2000 marquent ainsi l'entrée d'Annie Girardot dans un long tunnel, celui de la maladie d'Alzheimer, ce mal insidieux qui grignote lentement les souvenirs, les repères, l'identité. Pour une actrice, dont le métier repose sur la mémoire, la diction, la présence d'esprit, c'est une condamnation silencieuse, une dépossession progressive. Elle, qui a incarné des centaines de femmes à l'écran, ne parvient bientôt plus à se rappeler de son propre passé. Durant les premiers temps, Annie lutte, comme toujours. Elle refuse l'évidence, tente de se raccrocher à ses habitudes, continue à sortir, à voir des amis, à participer à des événements publics. Mais les trous s'élargissent, les visages lui deviennent étrangers, les noms s'échappent, les phrases deviennent confuses, les scènes de théâtre, autrefois si familières, se transforment en épreuves. À plusieurs reprises, elle quitte la scène précipitamment. Perdue, honteuse, bouleversée, sa fille, Giulia Salvatori, devient alors son pilier. C'est elle qui va prendre soin d'Annie, qui va l'entourer, l'aimer, la protéger. C'est aussi elle qui va briser le silence en 2006 dans une interview courageuse, en révélant que sa mère souffre de la maladie d'Alzheimer. Une annonce qui bouleverse la France entière, car en nommant la maladie, en mettant des mots sur l'oubli, Giulia offre à Annie une dignité nouvelle. Elle transforme sa mère en symbole, en porte-voix de millions de malades et de familles confrontées au même calvaire. Dans la foulée, un documentaire bouleversant est diffusé, Ainsi va la vie. Réalisé par Nicolas Beaulieu, il suit le quotidien d'Annie pendant plusieurs mois dans son appartement parisien. On y découvre une femme profondément humaine, fragile, mais encore lumineuse, oscillant entre des moments de lucidité et des phases de confusion. Elle y apparaît sans maquillage, sans fard, à nu, offrant à la caméra son dernier grand rôle, celui de la vérité. Ce documentaire choque, émeut, provoque une onde d'émotion à travers la France.
On y voit une actrice autrefois adulée, désormais enfermée dans un monde intérieur qui s'effondre. Mais on y perçoit aussi une tendresse infinie, une beauté brute, une résistance silencieuse. Annie, même diminuée, reste digne, drôle parfois, émouvante toujours. Ce combat contre la maladie est aussi celui de la société tout entière. Grâce à elle, des milliers de personnes osent parler d'Alzheimer, osent reconnaître les symptômes, osent sortir de la honte. Elle contribue à changer le regard sur la maladie, sur la vieillesse, sur l'oubli. Elle n'est plus simplement une actrice, elle devient un visage de l'humanité fragile, une voix pour ceux qui n'en ont plus. À mesure que les mois passent, l'état d'Annie se dégrade. Elle quitte progressivement la sphère publique, s'enfonce dans le silence. Les souvenirs s'envolent un à un. Elle ne reconnaît plus certains proches, ne sait plus où elle est, qui elle est. Parfois, un éclat de rire surgit, un fragment de phrase revient, un souvenir remonte à la surface. Mais ils sont de plus en plus rares, comme des lucioles dans la nuit. Autour d'elle, sa fille Julia, son petit-fils, quelques amis fidèles, la soutiennent avec un amour inébranlable. Ils refusent de la laisser seule dans cet exil intérieur. Chaque geste, chaque regard, chaque mot devient un acte de résistance face à l'oubli. La France, de son côté, observe avec émotion le déclin de cette femme qu'elle a tant aimée. Dans les médias, dans les rétrospectives, dans les hommages discrets, on sent poindre une tristesse nationale. Car avec Annie, c'est une part de la mémoire collective qui s'efface. Ses films repassent à la télévision, ses interviews refont surface, ses répliques deviennent des mantras. Le public cherche à retenir ce qui s'échappe. Et pourtant, malgré la maladie, malgré la disparition progressive de sa conscience, Annie Girardot reste présente. Elle existe encore dans ce corps affaibli, dans ce regard parfois perdu, mais encore si expressif. Jusqu'au bout, elle aura incarné cette beauté imparfaite, cette force fragile, cette humanité bouleversante. Le plus cruel de sa vie est aussi l'un des plus puissants. Il révèle une femme qui, même dans l'effacement, continue à transmettre. Une actrice qui, même sans scène, continue à jouer le rôle le plus vrai de sa carrière, celui d'une femme en lutte contre le néant. Le 28 février 2011, dans une chambre de l'hôpital Lariboisière à Paris, Annie Girardot s'éteint, entourée des siens, à l'âge de 79 ans. Après des années de combat contre la maladie d'Alzheimer, le silence a eu raison de celle qui avait tant fait parler les cœurs. L'annonce de son décès provoque une onde de choc dans tout le pays. La presse titre à l'unisson « La France perd une de ses plus grandes actrices ». Mais ce deuil dépasse le monde du cinéma. C'est une part de l'âme française qui semble s'en aller avec elle. Les hommages affluent de toutes parts. Anonymes, journalistes, réalisateurs, comédiens, hommes politiques, tous saluent une femme de caractère, une artiste généreuse, une battante. Sur les réseaux sociaux, dans les rues, dans les familles, on évoque les souvenirs liés à ces films, à ces éclats de rire, à ces larmes d'écran qui ressemblaient si souvent aux nôtres. Beaucoup disent avoir grandi avec elle, s'être identifiés à ses rôles de mère, de femme blessée, de résistante du quotidien. Elle incarnait quelque chose de profondément humain, de profondément vrai. Ses obsèques ont lieu à l'église Saint-Roch à Paris, lieu emblématique pour les artistes. Une foule danse et recueillie s'y presse. Parmi les présents, de nombreuses figures du cinéma français, mais aussi des inconnus venus lui dire un dernier merci. L'émotion est palpable. L'assemblée est traversée de silence, de regards embués, de gestes tendres. Ce jour-là, on ne célèbre pas seulement une carrière, mais une vie entière d'engagement, de passion, de douleur et de lumière. Son cercueil est ensuite conduit au cimetière du Père-Lachaise, dernière demeure des grands noms de la culture française. Là, Annie rejoint les figures qui, comme elle, ont marqué l'histoire. Mais plus qu'un enterrement, c'est une célébration intime et collective. Sur sa tombe, les fleurs s'accumulent, les mots d'amour aussi. « Merci Annie », peut-on lire sur des cartons anonymes, comme si toute la France murmurait à l'unisson un dernier adieu. Mais Annie Girardot ne meurt pas vraiment. Son souvenir reste vibrant, palpable, omniprésent. Ses films continuent à être diffusés, redécouverts, analysés. Son regard, sa voix, sa manière unique de jouer hantent les écrans et les mémoires. Elle est devenue une figure tutélaire, une référence incontournable, une actrice éternelle. De nombreuses jeunes comédiennes évoquent de son nom comme un modèle, une source d'inspiration. On étudie son jeu dans les écoles d'art dramatique. Elle incarne à elle seule un pan entier du cinéma français. En 2013, 2 ans après sa mort, une fondation est créée en son nom pour soutenir la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Une façon de prolonger son engagement, même posthume. Son combat contre la maladie, qu'elle a mené avec pudeur mais courage, a ouvert la voie à d'autres témoignages, à une prise de conscience nationale. Annie a transformé sa propre disparition en un acte de transmission, de solidarité, d'humanité.
Sa fille Giulia Salvatori, elle, continue à entretenir la mémoire de sa mère avec une dévotion admirable. Elle publie des livres, participe à des documentaires, donne des conférences. Elle parle d'Annie avec tendresse mais sans tricher. Elle raconte ses blessures, ses colères, ses silences, mais aussi son humour, sa tendresse, sa générosité. Elle dit souvent que sa mère n'était pas une star mais une femme debout, vraie, entière. Et c'est justement cela qui la rend inoubliable. Aujourd'hui encore, lorsque l'on revoit un film d'Annie Girardot, quelque chose de magique opère. Elle traverse l'écran, elle vous parle, elle vous regarde droit dans les yeux, elle n'est jamais lointaine, jamais froide. Elle ne joue pas, elle est. Même dans ses rôles les plus sombres, elle apporte une lumière, une sincérité bouleversante. Elle était cette actrice qui osait pleurer sans filtre, aimer sans condition, tomber sans masque. Avec le recul, on comprend que sa carrière est un miroir tendu à notre société. Celle des femmes fortes, mais mal comprises, des mères abandonnées mais courageuses, des artistes marginalisés mais tenaces. Elle a donné à la douleur une noblesse, à la faiblesse une grandeur, à l'oubli une mémoire. Dans un monde où les idoles passent souvent comme des éclairs, Annie Girardot demeure, pas seulement dans les bobines poussiéreuses des cinémathèques, mais dans le cœur des gens. Elle est cette voix qui nous dit que la vie est rude, mais qu'il faut tenir. Elle est ce regard qui nous rappelle que l'amour n'est jamais perdu. Elle est cette présence qui, même dans l'absence, continue à nous habiter. Et lorsque l'on pense à elle, aujourd'hui, ce n'est pas tant la douleur de sa mort qui l'emporte, mais la beauté de sa vie. Une vie sans artifice, offerte comme un don. Une vie de femme libre, de comédienne farouche, de mère aimante. Une vie de combat et de poésie, de larmes et de feu. Annie Girardot est partie, mais son absence est peuplée de souvenirs vivants. Elle est là à jamais dans cette vibration unique qu'elle laissait derrière elle. Une légende, oui, mais avant tout une femme inoubliable. Annie Girardot fut bien plus qu'une actrice. Elle fut le visage d'une France sensible, franche, blessée mais debout. Elle a traversé les époques avec sa voix rauque, son regard tendre et sa rage de vivre. Sa vie fut une suite de combats, d'amour, de silence, d'éclats, de chutes et de renaissance. Elle a connu la gloire, le rejet, l'oubli et la maladie, mais jamais elle n'a cessé d'aimer. Aimer le public, aimer le jeu, aimer la vie. Aujourd'hui encore, elle demeure dans chaque rôle qu'elle a incarné, dans chaque larme versée sur l'écran, dans chaque cœur touché par sa vérité. Annie Girardot est partie, mais elle n'a jamais quitté ce qu'elle a ému. Elle reste une légende humaine, ancrée dans notre mémoire collective.